Docteur Denis Mukwege, vous êtes fondateur et directeur de l'hôpital Panzi à Bukavu, dans le sud Kivu, en République démocratique du Congo. Ravi de vous recevoir à la Voix de l'Amérique ici à Washington et merci de nous accorder cet entretien. Alors, vous êtes lauréat du prix international Roi Baudouin pour le développement 2010-2011, un prix qui rend hommage à votre travail auprès de milliers de filles et de femmes victimes de viols et crimes de guerre dans l'Est de la RDC. Que signifie ce prix pour vous personnellement? Merci madame. En fait, nous avons eu ce prix qui nous a donné en fait cet espoir que la communauté internationale est en train de prendre conscience de la situation des filles et des femmes à l'est de la République démocratique du Congo. Et je pense que lorsque j'avais reçu le prix, ce que j'avais dit, c'est d'un côté une satisfaction, une reconnaissance qu'il y a un problème, mais de l'autre côté, il faut qu'il y ait des actions. Il faut qu'il y ait des actions et je pense que si c'est un prix, mais qui ne se fait pas suivre par des actions pour enrayer ce mal, c'est un prix qui n'a pas de signification. Alors, on va revenir un peu plus tard sur ces actions à entreprendre. Vous avez, dans le cadre de ce prix international Roi Baudouin, donné des conférences à Bruxelles. Vous avez aussi rencontré des officiels, vous allez rencontrer des officiels de la Banque mondiale ici à Washington, à New York avec des officiels des Nations Unies. Qu'est-ce qu'il faut retenir de votre escale américaine? Et il y a une chose qui est très très importante que je retiens de mon voyage, c'est que j'étais ici il y a 2 ans, où j'avais l'impression que tout le monde était concentré à essayer de résoudre les conséquences des viols et des violences sexuelles faites aux femmes en conflit ou en post-conflit. Je trouve qu'il y a une évolution où les gens réfléchissent beaucoup plus aux causes de ces viols. Et je pense que ça, c'est très très important puisque en fait, le viol tel que ça se pratique comme arme de guerre ou une tactique de guerre, ce n'est pas un problème humanitaire, ce n'est pas un problème social, c'est un problème sécuritaire. Et je crois qu'un problème sécuritaire doit être traité avec la rigueur de la sécurité, puisque ces femmes, elles sont détruites pour toute la vie. Ouais, et je crois que ça, c'est une évolution positive de voir qu'on réfléchit beaucoup plus comment on peut endiguer le mal et pas continuer à suturer celles qui ont des blessures. On va aller dans les détails. Alors, tous les jours, c'est un énième cas de viol en RDC. Les victimes, on ne les compte plus. C'est même indécent, vous l'avez dit récemment, de parler de bilan à la hausse ou de bilan à la baisse. Une femme violée, c'est trop, vous avez dit récemment à la Voix de l'Amérique. Quelles sont les répercussions sur la femme violée, docteur? Les répercussions sur les femmes violées, en fait, c'est une destruction qu'on peut l'étager. C'est-à-dire que lorsqu'une femme elle est violée, souvent ce sont des viols collectifs, devant les enfants, devant le mari. Je crois qu'il y a d'abord l'atteinte physique de la personne, qui risque de faire des maladies sexuellement transmissibles, qui risque d'attraper le VIH-Sida. En plus de ça, il ne s'arrête pas tout simplement à la contaminer. Mais il y a beaucoup de femmes qui nous arrivent avec des mutilations indescriptibles. Donc sur le plan physique déjà, il y a des atteintes graves. Et sur le plan psychologique sur le plan psychologique, vous imaginez, lorsque ça se passe devant tout le monde, cette femme est humiliée, cette femme, elle ne se sent plus femme. Et je crois que sur le plan psychologique, ce sont des femmes qui sont complètement détruites, ce sont des femmes qui sentent qu'elles sont rejetées par tout le monde et que la conséquence est grave. Mais il ne faut jamais oublier la place de la femme dans la société, par exemple, africaine, où c'est elle, en fait, la régulatrice économique, le moteur de la société. Le moteur de la société. Une fois qu'on la détruit de cette façon, on détruit le moteur économique de la société. C'est-à-dire que ces impacts vont avoir donc une répercussion sur l'ensemble de la famille qui vivait autour de cette femme. Justement, donc il y a les victimes directes, les femmes et les jeunes filles et même les enfants. Il y a les victimes indirectes, les maris, les frères et sœurs, les parents de ces filles et femmes violées. Est-ce que votre démarche les inclut? Et comment, docteur?
Je pense qu'aujourd'hui, vous savez, vu le nombre de femmes que nous prenons en charge, j'ai fait un appel et vraiment, je l'avais fait aussi à la Voix de l'Amérique. Je crois qu'aujourd'hui, on prend seulement une portion des victimes. Je dois dire, ce sont des femmes qui sont prises en charge. Mais il y a tout un problème autour de tous les enfants qui naissent du viol. Il faut se dire que ça fait plus de 10 ans que ces phénomènes durent. Donc nous commençons à avoir des enfants qui ont 10 ans, 11 ans, ils sont nés du viol. Et personne, ce sont les produits du viol. Le produit du viol. Et il n'y a personne qui les prend en charge. Ces pauvres enfants, qu'on appelle des enfants du serpent, les enfants, on leur donne n'importe quel nom. La communauté ne veut pas les intégrer puisqu'ils n'ont aucune filiation. Et ça, c'est un problème qui est grave. Mais imaginez aussi pour tous ces enfants-là qui voient leur mère martyrisée, leur mère violée, leur mère mutilée en leur présence. Tous ces enfants-là, ils portent certainement des lésions graves psychologiques. On ne s'en occupe pas pour le moment. C'est un grand problème. Oui. Alors justement, ces enfants sont doublement sanctionnés puisqu'ils sont non seulement le produit du viol, mais en même temps, ils sont victimes de rejet, de stigmatisation, ils sont pointés du doigt. Comment vous les aidez et quel travail de sensibilisation pour penser les blessures de la stigmatisation, docteur? Nous travaillons beaucoup au niveau de la communauté. Nous avons des équipes qui travaillent au niveau de la communauté. Et donc, l'hôpital, on s'est rendu compte que soigner une femme et la renvoyer dans sa communauté et que la communauté n'est pas préparée pour la recevoir. La communauté ne comprend pas ce qui s'est passé ou considère que l'exclusion de la femme, c'est un acte de cleaning, de se nettoyer, de nettoyer la communauté ou nettoyer la famille. Donc, nous faisons un gros effort pour amener les familles, amener les communautés, amener les églises, amener les ONG ensemble pour pouvoir discuter du stigma et faire passer la stigmatisation de la femme qui est victime. Plutôt, c'est les auteurs qui doivent être stigmatisés pour ce qu'ils font. Et je pense qu'il y a quand même un début d'action. On voit qu'il y a beaucoup de médiations familiales qui réussissent, et donc les femmes qui arrivent à réintégrer leur foyer. Et je crois que c'est un travail de longue haleine et il faut continuer. Oui, alors, la Cité de la Joie, pour parler de choses positives aussi, docteur Mukwege, c'est un projet que vous avez mis sur pied avec l'aide de l'UNICEF et aussi de votre partenaire Eve Ensler, l'artiste américaine qui est aussi à la tête du mouvement Vider contre les violences faites aux femmes. Cette Cité de la Joie a ouvert ses portes à ces femmes, ces enfants et ces fillettes violées, filles et garçons, dans l'Est de la RDC. Comment ça se passe aujourd'hui? En fait, l'idée de la Cité de la Joie, c'est que on avait découvert une chose, c'est que les gens qui violent les femmes avec cette brutalité, ils essayent de les détruire. Mais il y a des femmes qui font un sursaut, et c'est ce sursaut-là, cette volonté-là de se battre. Cette volonté-là, non pas de se battre pour elles-mêmes, mais pour se battre également pour leurs enfants, pour leur famille. En fait, on a réalisé que ces femmes, c'était des véritables leaders. Et la Cité de la Joie, l'idée, c'est de transformer la douleur en pouvoir. Et l'idée est très simple, c'est que nous voulons avoir des femmes là pendant une période de 6 mois maximum, mais pendant cette période, lorsqu'elles sortent de la Cité de la Joie, dans leur communauté, quel que soit leur niveau. Hein. Pour être leader, on peut être vendeur de cacahuètes au niveau du village, mais lorsqu'on sait mettre de l'ordre dans des choses, lorsqu'on sait dire aux gens ce qu'il faut faire pour que la communauté avance, c'est le travail que nous essayons de faire avec les femmes, puisque nous pensons que si nous avons des femmes qui ont cette capacité de leader à tous les niveaux, leurs solutions seront beaucoup plus trouvées à leur niveau qu'à l'extérieur. Et que vous disent-elles, ces femmes que vous soignez tous les jours, docteur? Vous pensez leurs blessures, vous les soutenez moralement, physiquement. Que vous disent-elles? Je crois qu'il y a toujours une évolution dans le langage. Lorsque nous recevons les femmes, la plupart, elles arrivent dans un état de dépression, et ça, on peut très très bien comprendre. Elles sont désespérées, mais je trouve qu'il n'y a pas
plus de joie que nous avons que lorsque, par exemple, vous aviez soigné une femme qui avait de gros problèmes, puisqu'on a détruit sa vessie, puisqu'on a détruit sa partie génitale, et que la femme vienne, par exemple, vous dire pour la première fois, docteur, j'ai pu uriner. Vous imaginez, c'est une nouvelle naissance. Oui. Et c'est comme si nous vivons avec ces femmes, à chaque fois qu'elles passent d'une guérison, donc elle fait une guérison physique, vous voyez quelqu'un renaître, vous voyez quelqu'un avoir de nouvelles aspirations. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui nous pousse à continuer. Parce que déjà, ce sourire qu'elle vous offre, c'est déjà un grand pas. C'est un grand pas. Oui. Quand on a ces sourires, c'est un grand pas. J'ai toujours un signe, en fait, un paramètre que je garde. Je vois les petites filles de 12, 13, 14 ans qui sont violées, qui se retrouvent dans un état de destruction grave. Ces petites filles, souvent, lorsqu'elles deviennent sèches, ne sont plus, ne se salissent plus, j'ai toujours admiré ça, de voir qu'elles font l'air beauté, elles mettent des rouges aux lèvres et venir... Elles retrouvent la vie. Oui, elles retrouvent la vie. Et souvent, c'est pour venir me poser la question, « Papa, comment tu me trouves ?» Je trouve ça formidable. C'est enfantin, mais ça exprime aussi toute cette volonté-là de la vie et comment les gens peuvent détruire la vie des enfants. Cette force de se battre qu'elles ont. C'est cette force de se battre qu'elles ont qui constitue notre propre force à continuer à les soigner. Parce que je crois que lorsque vous avez des réactions comme ça vous donne tout simplement un signal en disant c'est bien, il faut se battre pour la vie, il faut donner la vie, il faut donner l'espoir aux autres. Justement, docteur Denis Mukwege, vous avez dit 10 ans de torture, c'est trop. La communauté internationale doit changer de stratégie. C'est ce que vous avez dit récemment à La Voix de l'Amérique. Que peut faire justement la communauté internationale de différent aujourd'hui pour contenir cette gangrène, je dirais? Je pense que ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, je crois que ce n'est pas plus compliqué que ce qui s'était passé par exemple en Bosnie. On a des relations avec des femmes bosniaques qui sont venues au Congo. Nos équipes se sont déplacées en Bosnie. Et on a eu des échanges. Ce qui s'est passé en Bosnie, c'est exactement ce qui est en train de se passer au Congo. La seule différence, c'est que là, ça dure 10 ans. Et qu'en Bosnie, en 3-6 mois, la communauté internationale avait dit ça ne peut pas continuer. Je crois que c'est une prise de conscience que nous sommes sur la même planète. C'est une prise de conscience qu'on ne doit pas laisser le mal, quel que soit là où le mal se passe. Je crois que le terrorisme sexuel tel qu'il est en train de se passer en République démocratique du Congo aujourd'hui, ce n'est pas un problème insoluble. Il faut le moyen, et la communauté internationale peut mettre ses moyens pour pouvoir mettre toutes ces personnes-là. Une solution concrète, docteur. Je crois que, moi, je pense que la solution concrète, comme je vous avais dit, aujourd'hui, en fait, le viol tel qu'il s'applique, c'est vraiment du terrorisme, c'est une matière de sécurité. Et je pense qu'en matière de sécurité, il faut absolument pouvoir étudier de moyens appropriés pour que les personnes qui commettent ces actes, ils sont dans des endroits connus, ils sont identifiables. Il faudrait que ces personnes-là soient appréhendées, qu'ils soient présentés à la justice, qu'ils puissent répondre de leurs actes. Et ça ne peut se faire que par des moyens, de moyens conséquents, militaires, sécuritaires. Justement, alors, quelle est la part du gouvernement congolais et de ses voisins des Grands Lacs? Effectivement, je pense que le problème, en fait, si on peut l'établir, c'est un problème qui s'établit à ces 3 niveaux. C'est un problème national. Je crois qu'on ne doit pas se cacher, ne pas se dire la vérité. Il faut une responsabilité nationale par rapport à la question. Il faut éviter de banaliser. Lorsqu'on viole 300 femmes dans une nuit, ça ne peut être qu'un effet d'une planification. On ne peut pas violer 300 femmes dans un village, dans une nuit, comme ça, non. Donc, il y a une planification qui est faite. Et s'il y a une planification, donc il y a un agenda derrière ça. Et l'agenda, nous le savons, c'est détruire la communauté. Donc, sur le plan national, je crois qu'il ne faut pas banaliser.
il ne faut pas non plus faire du négationnisme, essayer de faire comme s'il n'y avait pas un problème alors que le problème est là. Je pense que la meilleure façon sur le plan national, c'est de dire on a un problème, il faut s'asseoir, l'analyser, essayer de trouver les problèmes, les solutions adéquates. Oui. Sur le plan régional, je crois que le Congo étant le ventre mou de la région des Grands Lacs, ça pose un sérieux problème. Il y a des rébellions du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda qui ont leur siège au Congo et qui participent dans ces mâles. Et non seulement ils participent, mais aussi, en fait, avec les richesses congolaises, ces richesses constituent un refilling, donc l'entretien de ces groupes armés dans la forêt. Mais lorsqu'ils font leurs exportations des minéraux, malheureusement, ça passe toujours par leur pays d'origine. Donc je pense qu'une rigueur au niveau régional de tous les leaders régionaux, de dire que ces problèmes doivent s'arrêter. C'est une honte pour la région, c'est une honte pour notre humanité. Et je pense que sur le plan de la communauté internationale, il y a des actions à pouvoir faire, et spécialement, je crois qu'aujourd'hui, nous avons la MONUSCO, mais je crois que la MONUSCO devrait aussi beaucoup travailler avec ces femmes. Il faut que ces femmes participent à leur protection. Il faut que ces femmes puissent venir avec des idées. Comment elles pensent qu'elles peuvent être protégées? Comment elles peuvent être même le socle de leur protection? Et que c'est la MONUSCO qui organise ça. Je pense que tous ces éléments-là peuvent faire que la coordination des efforts, je suis sûr que c'est un problème qui peut se résoudre plus vite que maintenant, on va vraiment très lentement et les victimes n'attendent pas. Mais docteur, alors vous venez de parler de la MONUSCO, on le sait, elle vient de prolonger son mandat d'1 an. Après son désengagement, tel que l'a demandé le gouvernement de Kinshasa, après son départ définitivement de la RDC, qui va assurer la sécurité de ces femmes? Est-ce que ça vous inquiète? J'imagine que oui. Je pense qu'aujourd'hui, à mon avis, il est hors des questions de pouvoir penser que la MONUSCO parte. Si la MONUSCO partait, c'est le chaos. Il n'y a pas un système de remplacement. Et je crois que ça aussi, ce sont des faiblesses qu'il faut pouvoir résoudre. Si la MONUSCO est là aujourd'hui, normalement, on devrait voir sur terrain un mécanisme donc de remplacement. Et ça ne peut pas se construire en un jour. Ce n'est pas puisque New York décide aujourd'hui que le mandat se termine, que demain, la prise en charge va se faire. Je crois que ça devrait être progressif. Progressivement, je crois que la MONUSCO devrait aider à pouvoir former une armée qui peut prendre la relève, un système sécuritaire. Nous insistons sur la réforme donc, du secteur sécuritaire en République démocratique du Congo. Et je pense que la communauté internationale, dans le rôle d'ailleurs, le mandat de l'ONU, c'est dans un post-conflit, c'est d'aider les pays en fait, à reconstruire son armée, à reconstruire son système de sécurité. Et là, je crois, permettez, il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est fait, et qui s'est très mal fait, qu'on appelle le mixage, où on a pris des groupes armés, sans tenir compte de leur formation. Il n'y a pas eu de vetting, rien n'a été fait, on a mis seulement les gens qui n'ont pas les mêmes objectifs ensemble, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les FARDC. Mais on voit très bien que sur terrain, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas du tout. C'est pas une armée, ils sont restés des groupes armés et qui commettent encore la même chose que quand ils étaient dans les bandes armées. S'il vous plaît, madame, moi j'ai dit, ça ce n'est pas l'armée qu'il faut pour protéger les femmes. Ce n'est pas l'armée qu'il faut. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps de réfléchir sur une armée, former une armée qui est une armée républicaine capable de pouvoir protéger les femmes, et pas seulement les femmes, les civils, mais faire participer, par exemple, les femmes à leur propre protection. Sans pouvoir faire ça, je crois qu'on fait garder en fait les populations qui ont été violées, on les fait garder par leurs violeurs. Et ça, c'est un traumatisme supplémentaire.
Combien de femmes on a vu fuir leur village puisqu'ils ont vu revenir les mêmes personnes qui les avaient violées, revenir. Qu'ils soient des soldats, des FARDC ou même des civils, Voilà. le propre voisin. Exactement. Et je pense que ça, c'est une torture. Vous ne pouvez pas vivre en permanence chronique avec quelqu'un qui vous a fait mal, qui vous a détruit de cette façon. Et je pense qu'il faut tenir compte quand même des victimes aussi. Oui. Et pour ça, je crois qu'il faut une armée qui est propre, une armée qui rassure, une armée qui collabore, une armée disciplinée, une armée qu'on peut payer également, bien sûr. Docteur Mukwege, de quoi vous avez besoin aujourd'hui, vous personnellement et votre personnel qui travaille avec vous, tous vos partenaires, pour continuer ce combat? Nous avons besoin d'abord de votre soutien, puisque je pense que cette question, ce n'est pas une question qui va se résoudre en un jour. Nous avons besoin que les médias restent éveillés par rapport à cette question, parce que je pense que plus la base va bouger pour dire qu'il faut un changement, le sommet peut suivre. L'équipe, nous avons besoin de nous sentir soutenus dans ce que nous faisons, puisque, comme je vous avais dit, il ne fait pas plaisir de continuer à suturer, à réparer les mutilations. On aurait besoin d'utiliser ce temps pour faire soigner les femmes, par exemple, qui donnent la vie, qui font des accouchements, pouvoir les aider. Mais aujourd'hui, nous prenons beaucoup de temps pour soigner la bêtise humaine. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui plaît. Donc, je crois qu'il faut entretenir la pression sur les décideurs pour qu'ils prennent la question en main et qu'ils trouvent la solution. Vous avez besoin de fonds, docteur? Absolument. Je crois que toutes ces femmes que nous soignons, aujourd'hui, notre capacité se limite à 3 600 femmes chaque année. On ne peut pas prendre plus. Et toutes ces femmes, leurs soins, leur transport, leur restauration, leurs soins, le retour à domicile, tout ça, nous le faisons gratuitement puisqu'elles viennent et n'ont presque rien pour vivre. Et deuxième chose, lorsqu'elles sont guéries, on ne les met pas tout simplement dehors en disant « Bon, madame, vous êtes guérie, partez », puisque souvent, elles ne savent pas où retourner ou la famille les a exclus. Nous avons un grand programme de prise en charge socio-économique pour une réinsertion socio-économique, puisqu'on s'est rendu compte que finalement, lorsque la femme a la capacité de se prendre en charge, lorsqu'économiquement elle n'est pas vulnérable, elle peut mieux se défendre contre les agressions extérieures. Et donc nous avons un programme de prise en charge socio-économique, et lorsque nous prenons en charge 3 600 femmes chaque année, ça fait beaucoup. Même en donnant des microcrédits, vraiment des microcrédits, ça fait déjà beaucoup d'argent à notre niveau. Et déjà, vous avez, docteur, alloué l'argent de ce prix que vous avez reçu au mois de mai, à la fin du mois de mai, à la maternité, c'est-à-dire, c'est honorable de votre part, c'est noble de votre part, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, en fait, nous essayons aussi de suivre les femmes dans leur communauté. Et par exemple, les prix que j'avais eus, vous arrivez dans un village, vous trouvez que les femmes, pour aller accoucher, elles font toute une journée de marche avant d'arriver au premier centre où elles peuvent avoir une assistance. Et souvent, elles arrivent tard. Et elles accouchent en route, ou alors elles saignent à mort, etc. Et donc, c'est que ces prix, je les dédiés aux femmes, donc pour qu'elles aient une maternité avec le minimum pour être prises en charge lors des accouchements. Je crois que c'est avec un grand plaisir que j'inaugurerai cette maternité prochainement. Docteur Denis Mukwege, merci au nom de toutes ces femmes pour tout ce que vous faites pour elles. Et bonne continuation dans votre œuvre. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie, madame. Merci. Je vous en prie. Merci.